Je ne sais trop comment, sur les bords de la ravine Kayali, au fond du Békouya et dans le trou pourri d'un palmiste qu'un naturel de la localité avait abattu pour en extraire le chou qui est un fort bon régal. Mon père, le hasard sans doute, n'a jamais rien fait pour moi, tandis que ma mère, Dame Nature, m'a donné des ailes pour voler et un aiguillon pour me défendre. Dans le principe, je ne cessais de la maudire. Il est vrai qu'elle a tant à faire que je comprends maintenant qu'elle n'ait pu penser beaucoup à moi. Et j'ignorais alors le proverbe aussi connu chez les bêtes que chez les hommes, à savoir que tout vient à point à qui sait attendre. J'attendais, tout en me disant qu'avec cet état civil, dont je n'avais pas lieu d'être fier, je devais, n'ayant ni tenant ni aboutissant, faire difficilement m'attrouer dans la bataille de la vie. Alors c'est l'extrait du livre dont nous allons maintenant parler avec Jean-Marc Rosier. C'est un véritable trésor littéraire que vous avez retrouvé en 2009. Non, c'est votre micro qu'il faut faire monter, Jean-Marc, sinon on ne vous entendra pas. Allez-y. Oui. Ça va On vous entend, on l'entend, Claudine, ça va encore un peu ? Ça va, normalement ça devrait aller. Voilà, c'est un véritable trésor littéraire que vous avez retrouvé en 2009. On peut le dire, véritablement un trésor patrimonial, parce que c'est un livre qui a été cité aux lacunes patrimoniales par le ministère de la Culture. Ce qui signifie, parce qu'on en parle beaucoup, mais oui, on n'a pas expliqué ce que ça voulait dire. Alors ce sont des textes, ce sont des livres dont on sait qu'ils ont existé, dont il ne reste que le titre, très souvent, mais le texte en lui-même a disparu. Donc, parfois, le ministère lance ce qu'on appelle aux éditeurs des lacunes, en tout cas des avis de recherche. D'accord. Et ça rentre dans un cadre qu'on appelle les lacunes éditoriales ou lacunes patrimoniales. D'accord. Et le tonton du Moko, alors en 2009, je rencontre Madame Nardi, qui était alors conseillère du livre à la DRAC, oui, nouvellement la DAC, et elle me parle de ce livre-là. Elle me montre un document, elle me dit, tiens, voilà un livre qu'il faudrait retrouver, parce que il est cité et personne ne sait précisément où il est. Alors, ça m'interpelle. En tant qu'éditeur, ça m'interpelle. Et je peux dire que je me lance véritablement à la recherche, en quête de ce livre-là. C'est une véritable enquête aussi, finalement. Alors, on peut le dire, c'est-à-dire que j'ai pris ma loupe, véritablement, et plutôt mon téléphone, je dirais, et parfois même je me suis déplacé dans les différentes bibliothèques de la Martinique. Et ne voilà-t-il pas que le livre, bien qu'ayant été édité à la Martinique, personne ne le conservait. Et alors je me rends à la Bibliothèque nationale de France. Le livre non plus n'y est pas. Et je prends contact avec une de mes amies dont la mère travaille au Library Congress à Washington. Et les Américains ont tendance à tout conserver. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ils ont l'habitude de garder les archives de tout ce qui est écrit. Oui, et depuis très longtemps, depuis des siècles, le livre n'existe pas. Je peux vous donner un exemple. Il existe un livre fameux dont le titre est Atipa et qui a été écrit par Alfred Paripou. C'est un texte en créole qui a été écrit en 1885. Et qui a été classé œuvre représentative de l'humanité. Un texte en créole, oui, c'est un texte guyanais, et lui aussi perdu. Pendant très longtemps, il a été, personne ne savait où il était. On a pu retrouver, je crois, dans un vieux grenier, quelque part, dans une maison créole en Guyane, un manuscrit, mais tellement abîmé par le temps, tellement qu'il tombait en poussière. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a un chercheur qui a eu la bonne idée d'aller au Congrès, à la bibliothèque du Congrès, et qui retrouve ce livre-là que les Américains apparemment conservaient depuis pratiquement la date de la parution du livre, c'est-à-dire 1800. Voilà. C'est la bibliothèque d'Alexandrie en mieux. En mieux. Alors partant de cette idée, je me suis dit s'ils ont pu conserver Paripou, pourquoi pas du Moko ? Ma déception, hélas, a été assez forte puisque les Américains non plus ne conservaient pas ce titre. Alors, et puis, j'en parle à Raphaël Confiant, parce que j'avais pu lire dans un de ses bouquins, je ne sais plus si c'est Lettres créoles ou Écrire en pays dominé, qu'il avait écrit avec Chamoiseau. Justement, ces deux écrivains-là faisaient mention de ce livre-là, en disant que c'est un livre tout à fait extraordinaire, etc. Mais il n'y avait pas d'extrait. Et il me dit oui, mais il se peut qu'il y ait que la bibliothèque Schellcher
je n'avais pas pensé bizarrement à la bibliothèque Schellcher. Comme quoi, on va toujours chercher plus loin. Voilà, conserve le manuscrit. En réalité, la bibliothèque Schellcher ne conserve pas le manuscrit papier, mais un microfilm du manuscrit. Et il me semble peut-être qu'il est incomplet. Donc voilà, un microfilm du texte. Et en 2010, ou un peu avant, je rencontre un de mes amis dont le père est un béquet. Et il me dit, où c'est dit, moi, ça, où est ça en côté? Il me dit ça exactement comme ça. Il me dit, attends, manquez chercher, moi, ça, où est ça en côté? Tonton Dumoko, ça lui dit quelque chose, quoi. Et je lui dis, mais non, c'est pas possible, le livre est perdu. Il me dit, si, ça me dit quelque chose. Attends, il va faire son enquête, il va chercher. Et alors, juste une précision, c'est pas anecdotique quand vous dites que le père est un béquet, parce qu'on soupçonne que l'auteur est un béquet, justement. Ah oui. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, mais voilà. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses, effectivement, mais celle-là, à mon avis, elle est assez crédible. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit, cet ami, dont le père est un béquet, qui est lui-même... il me dit, si, son arrière-grand-mère, il lui semble que quand il était petit, il avait pu voir ce livre-là chez son arrière-grand-mère. Alors, mais entre-temps, son arrière-grand-mère étant décédée, bien entendu, le livre a été récupéré par une de ses tantes, elle-même qui est partie vivre, je ne sais pas où, en Guyane ou quelque part. Donc le livre ne se trouve plus en Martinique, mais en Guyane. Et que, heureusement, il devait s'y rendre. Par conséquent, il demanderait à une de ses cousines, si elle possède encore le livre, à ce moment-là, il ferait des photos et me montrer, etc. Et il m'appelle quelques mois passent et il m'appelle me dire, le livre est bien en Guyane. C'est la stupéfaction, c'est la joie, c'est tout ce que vous voulez. Et l'aventure éditoriale a pu commencer. Ça, c'est vraiment une chasse au trésor, carrément. Et vous l'avez retrouvé dans un bon état ? Non, malheureusement, le livre est en très mauvais état, à tel point qu'il n'a pas pu être véritablement déplacé. C'est-à-dire, je voulais qu'il me l'envoie par la poste, en tout cas qu'il revienne avec. Mais il m'a dit non, écoute, c'est un trésor de famille. Le livre est trop abîmé, il se délite, il part en poussière, donc vraiment non. Et par contre, il m'a apporté la preuve que le livre a fait l'objet d'une parution papier. Parce que il faut savoir que dans le Saint-Pierre d'avant l'éruption de la montagne Pelée, il y avait ce qu'on appelait des feuilletonistes, c'est-à-dire des gens qui écrivaient des sortes de feuilletons dans les journaux. Et par exemple, je veux dire que Tonton Dumoko était certainement le Gensu de la Martinique. Parce que c'est quelqu'un qui devait, d'après les écrivains de l'actualité confiés à Chamoiseau, c'est quelqu'un qui écrivait régulièrement dans les journaux. Et peut-être que les mémoires de Vonvon ont fait l'objet d'une parution régulière dans des journaux. Alors, on va revenir tout à l'heure sur cette aventure qui est une belle aventure et passionnante. On va faire juste une petite virgule et puis on revient juste après avec de la musique. Vous présente le nouveau tube de NJ, Oui mon capitaine. Titre coup de cœur de la semaine, Oui mon capitaine. Le tout dernier CD de NJ. En extrait, Oui mon capitaine, que vous pourrez gagner dès la semaine prochaine sur Martinique Première. Bonnes vacances avec Martinique Première. Arrête ton délire, je vais pas toujours dire Première. Viens au quai, volume 3. Y'a les caries en combinaison. Oui, le son balance, le son. Longtemps assise devant la porte. Freddy Jacques, j'y suis une dis-moi bonjour. Ton cabine ouvert pour moi. Parce que moi j'appelle chimère. Longtemps moi qu'attendre pour tellement serré. Les histoires ne sont pas toutes perdues d'avance. Et on n'est pas tous comme tu le penses. Fais-moi confiance, tout. J'ai pas moi une chance. Toute nuit en histoire qui tourne, qui blesse
blessé, j'adore un nouveau, c'est tout. Oh, c'est sourire en premier qui fait moi prendre conscience. Vie à moi sans vous, partie ni pensance. Enfin, on met les mains, attendre des rêves intenses. Est-ce qu'elle nous fait bon nous? Est-ce qu'elle nous fait bon nous? Est-ce qu'elle nous fait bon nous? En chance. En chance pour vivre nos belles nuits. En chance. Fais-moi confiance, j'espère moi une chance. Ces histoires ne sont pas toutes perdues d'avance. On n'est pas tous comme tu le penses. Fais-moi confiance, j'espère moi une chance. Toutes nos histoires qui tournent, qui blessent, j'adore un nouveau, c'est tout. Savent qui avant on a profité pour faire très mal. Les histoires ne sont pas toutes perdues d'avance. Et on n'est pas tous comme tu le penses. Fais-moi confiance, j'espère moi une chance. Toutes nos histoires qui tournent, qui blessent, j'adore un nouveau, c'est tout. Fais-moi confiance. Yannick Cabrion à l'instant sur Martinique Première. Nous sommes toujours avec Jean-Marc Rosier des éditions K Éditions pour parler des mémoires d'un Vonvon de Tonton Dumoko. Alors on continue sur notre petite aventure de cette recherche de livres. Donc vous disiez avant la petite respiration qu'il y avait des chances que l'auteur ait été un chroniqueur des années pré-éruption à Saint-Pierre. Vous avez, alors qu'est-ce qui donne une idée de l'identité de cet auteur? Qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui vous a mis un peu sur la piste de l'identité peut-être? Alors cette question, c'est l'historien Vincent Hugues-Belrose qui a eu la tâche d'y répondre, parce qu'en fait, pour le moment, nous n'avons que des hypothèses. Donc vous savez, Tonton Dumoko s'apparente un peu à FGH, l'auteur des Nuits d'orgie à Saint-Pierre. Oui. Voilà, on sait que c'est un pseudonyme. Tonton Dumoko, bon, qui penserait à s'appeler comme ça réellement? Oui, oui, ça doit faire référence à une histoire personnelle. Oui, mais oui. bon. Alors d'autant que il existe un toponyme en Martinique qui s'appelle le Morne Moko, qui se trouve du côté de Sainte-Marie. D'accord. Alors Vincent Hugues-Belrose justement a fait le rapprochement avec peut-être le descendant, peut-être que Dumoko serait apparenté je dis bien au conditionnel, à cette... Oui, mais enfin, si on part du principe qu'il aurait peut-être été chroniqueur à Saint-Pierre, Sainte-Marie, c'était quand même pas la porte à côté à l'époque. Oui, mais non, mais justement, alors il y avait beaucoup plus de circulation qu'on ne le croit. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire que les gens se déplaçaient énormément entre les habitations, entre les, bon, on ne disait pas communes, mais les quartiers à cette époque. Donc, ce serait pas étonnant que, par exemple, qu'un type qui vive à Sainte-Marie aille assez régulièrement à Saint-Pierre. Je crois pas que ce soit. Mais alors, pour revenir à cette histoire de Dumoko, il est évident que c'est un pseudonyme. Oui. Donc ça, c'est sûr. Là, on est d'accord. On est d'accord. Un pseudonyme, pourquoi? Certainement pour se cacher, pour dire des choses, pour dire ce qu'il a à dire sous le couvert de l'anonymat, ou peut-être que tout le monde savait à l'époque qui était véritablement Tonton Dumoko, et puis il y avait le côté jeu aussi. Hein. Mais là-dessus, nous n'avons que des hypothèses. Nous savons que c'est un auteur de Saint-Pierre. Son livre paraît en 1905. Oui, justement, et après plus rien. Vous avez une explication à ça? Mais peut-être qu'il est mort. Il y a une chose quand même qui est assez incroyable, c'est que nulle part dans le texte, il n'est fait mention de l'éruption de la montagne Pelée. Par contre, il parle d'un journal de l'époque qui s'appelait Le Propagateur. D'accord. Le Propagateur, c'est un journal, alors j'ai vérifié personnellement, c'est un journal qui a existé. Il paraissait 2 fois dans la semaine. Je crois que c'était le mercredi et le vendredi. À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Le propriétaire était un certain Jean Villon-Joseph. Et le journal se trouvait à 13 rue Justine. La rue Justine existe encore à Saint-Pierre. Donc, et Dumoko insiste, en tout cas le protagoniste, insiste vers la fin du livre, sur ce propagateur, sur ce journal qui était à la fois un journal mais également une imprimerie, en disant qu'il connaît très bien le directeur, que c'était un de ses potes avec ses amis, etc. C'est une piste. Mais soit dit en passant, ce livre est un livre à piste.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, n'oublions pas que nous avons peut-être affaire au Da Vinci Code créole. Alors, justement, de quoi parle ce livre finalement? Parce qu'on a mis un petit peu tout le monde en appétit. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des questions à poser à Jean-Marc Rosier à propos de vous, si vous avez une petite information sur le livre, vous n'hésitez pas, 0596 63 23 23. De quoi parle ce livre? Alors déjà, bon, allez-y, je vais vous laisser dévoiler. De quoi parle le livre? Alors, il y a, à mon avis, un détail qui me semble très important, c'est de signaler que le protagoniste, le Vonvon, peut être apparenté au Picaro. Alors, qu'est-ce qu'un Picaro? Dans la littérature espagnole du XVIe siècle, c'est un personnage marginal, un misérable, vraiment de basse condition, mais surtout qui a comme seule qualité d'être futé, d'être malin. Mais ce qui le caractérise également, c'est le fait que ce Picaro, et ce qui a donné le terme picaresque, on parle du roman picaresque, on peut en citer quelques exemples, Don Quichotte de Cervantes, vous avez le Gil Blas de Santillane, vous avez le Lazarillo de Tormes, le Guzman également. Donc il y a toute une veine du roman picaresque, et on peut dire que le Vonvon, peut-être qu'il serait le premier héros picaresque de la Martinique. C'est dire que Tonton Dumoco était un lettré, et pas n'importe lequel. Un lettré doué d'une créativité incroyable parce qu'il était capable de faire le mélange des genres, c'est-à-dire à la fois et justement, c'est en ce sens peut-être qu'il est très créole. C'est-à-dire, il récupère peut-être ce qui vient de la culture française, européenne, etc., d'avant la lettre. Et il le créolise. Et il le créolise, bien entendu, en le donnant, par exemple, en le rapprochant de la littérature animalière que l'on connaît, par exemple, avec le fabuliste tel que La Fontaine. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait tout ce livre. En fait, les personnages ne sont pas des hommes. Ce sont des insectes, des animaux, d'où l'idée de la mémoire du Vonvon. Voilà. Et ce sont des animaux, disons, de la faune martiniquaise. Tout à fait. De la faune martiniquaise. Ce n'est pas le compère lapin, c'est pas renard, c'est pas compère tigre, ce ne sont pas du tout les animaux du conte antillais. Et c'est en ce sens que ce livre est assez extraordinaire. Dumoco utilise j'ai presque envie de dire le bestiaire antillais. Le bestiaire antillais, mais purement antillais. Mais est-ce que c'est un hasard qu'ils choisissent le Vonvon plutôt que, je ne sais pas moi, plutôt que le colibri ou etc. Mais certainement pas, parce que dans son projet littéraire, et il en a un, dans son projet littéraire, il s'agit pour lui de fixer des types humains. Pour lui, le Vonvon représente un type humain. La bête catalpa, la courtilière, ce qu'on appelle, comment on appelle cette bête-là, la courtilière, le cochontais, la bête la fièvre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît en faune et en flore martiniquaise. Complètement. Et quant à la faune, n'en parlons pas. Parce que j'ai presque envie de dire, c'est le manuel du Père Pinchon avant la lettre. Hein. Ouais. Je veux dire franchement que Dumoco, c'est quelqu'un qui s'y connaissait aussi bien en entomologie, pour ce qui est de la faune antillaise, mais également de la flore. Vraiment, c'est presque le discours d'un spécialiste. Hein. D'ailleurs, Alain Delatte fait une explication de texte à la fin du livre. Exact. Et elle était nécessaire, cet appareillage critique. Donc, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai demandé effectivement à Alain Delatte, que tous les auditeurs des RFO connaissent, de travailler sur cette question, de nous préciser justement ces insectes, cette flore. Alors, je vais continuer, si vous le voulez bien, sur cet aspect du Dumoco. Et donc, il fait référence à ce journal Le Propagateur. Le Propagateur, qui appartenait, comme je l'ai dit, à un certain Jean-Vian Joseph. Oui. J'ai eu, il y a 2-3 jours, l'historien Vincent Hugues-Belrose. On a eu un long entretien, nous avons parlé vraiment pendant des heures, et il me disait, figure-toi que j'ai retrouvé, après l'édition, il a retrouvé dans une encyclopédie, dans un manuscrit aujourd'hui complètement oublié, qui s'appelle l'Encyclopédie de la Martinique, qui paraît en 1814, en tout cas. Et il me dit, j'ai retrouvé une mention faite à Tonton Dumoco. N'oublions pas, reprenons, le livre est publié en 1905. Oui, donc ça veut dire que les chroniques sont écrites avant. Bien longtemps avant. Et il retrouve le nom Tonton Dumoco en 1874. Ah oui, déjà. Dans
cette encyclopédie de la Martinique. Alors, Jean-Marc Rosier, c'est passionnant. On va faire quand même une petite pause avec Bruno Mars. Mais là, il y a plusieurs questions qui me viennent, notamment, ce sera pour tout à l'heure, c'est histoire de garder un peu, de rester alerte et souple sur la rotule, n'est-ce pas? Il y a moyen de retrouver des éditions du propagateur, peut-être? Ah si, le propagateur est conservé, en tout cas, bon nombre de numéros sont conservés aux archives nationales d'Aix-en-Provence, et puis à la bibliothèque Schellcher, mais également aux archives départementales de la Martinique. On revient là-dessus tout à l'heure. Tout de suite, Bruno Mars sur Martinique Première. Alors, ce livre de Tonton Dumoco aux éditions K-Éditions, Mémoire d'un Vonvon, petit appel aux Martiniquais, si l'un d'entre vous a une piste ou a ce livre dans sa bibliothèque, ce serait sympa de nous en faire part au 63 23 23. Alors, je vous demandais avant la musique tout à l'heure s'il n'était pas possible de retrouver des éditions, des numéros du propagateur dans lesquels on pourrait peut-être retrouver soit la signature de Tonton Dumoco, soit alors faire un rapprochement avec un style peut-être dans ce journal. Oui, certainement. Alors, un historien, ça pourrait être sa tâche, effectivement, de chercher, de faire des comparaisons, voir s'il y a des rapprochements de style entre peut-être des articles écrits dans le propagateur et puis le texte de Dumoco. Oui, c'est tout à fait possible. Mais alors, donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chroniques de la vie martiniquaise racontées par des insectes? Ce sont des chroniques politiques? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'insistais tout à l'heure sur le genre. Je disais que c'était, à mon avis, c'est un roman du genre picaresque doublé d'un roman animalier. Et pourquoi? C'est parce que l'une des particularités du roman picaresque, c'est justement l'itinéraire. C'est-à-dire ce misérable quitte sa terre natale et il part en voyage. Il va voyager dans le pays. Et parce que pour lui, ce voyage, c'est une façon, d'échapper à sa condition. Très souvent, il n'y parvient pas. Il ne parvient pas à s'en sortir. Ou bien s'il y parvient, bon, il y a des mésaventures. C'est vraiment un chemin initiatique. C'est très, et chaotique, etc. Et du coup, donc lui, là, le Vonvon, il quitte son Bécouya natal. Alors, j'insiste bien, sachez que le quartier existe. À Sainte-Marie aussi? Non, au Lamentin. Ah oui, décidément, c'est vraiment un jeu de piste. Parce que vous me disiez, petite parenthèse, hors antenne, qu'on a retrouvé un lien avec les Ritz, donc Sainte-Marie. Oui. Qu'est-ce que c'était ce lien déjà? Oui, alors je disais par l'encyclopédie de la Martinique. Oui, tout à fait, qu'on a retrouvé mention dans l'encyclopédie de la Martinique. Propriété d'un certain les Ritz. Lequel cite Tonton Dumoco dans le texte. Donc, on peut imaginer... Sainte-Marie, Saint-Pierre, maintenant Lamentin. Voilà, Lamentin. Donc, il y a des choses. Alors, pour vous dire que le quartier Bécouya... je pensais au départ que c'était un toponyme inventé, imaginaire. Oui, moi aussi, dit comme ça, effectivement. Et d'ailleurs, vous demandez à n'importe quel Martiniquais où se trouve Bécouya, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de vous répondre. Donc c'est vraiment un trou perdu. Et il le dit lui-même. Et c'est un quartier qui se trouve du côté du Verpré, c'est-à-dire en allant vers le Verpré, en tout cas Pelletier, me semble, ces endroits, et qui existe réellement. Alors, j'ai travaillé aussi avec l'IGN, l'Institut Géographique National, justement pour la question des toponymes. Et ce toponyme est recensé dans la liste des toponymes martiniquais. Donc, il part de là. Et il va véritablement parcourir toute la Martinique. Mais de manière, on peut dire, chaotique. Croit-on? Alors là aussi, j'ai interpellé l'IGN sur cet aspect. Parce que j'ai voulu faire... D'ailleurs, je n'ai pas publié ce travail, c'est-à-dire nous avons brossé une carte de l'itinéraire de Vonvon. Non, mais ça, c'est à sortir après. Il faut que ça paraisse après. Explication, vous en faites plusieurs livres comme ça. Parce que je me disais, peut-être qu'au bout de cela, il y a un trésor, une jarre d'or, qui sait. Et si elle doit être retrouvée, elle le sera par moi. je plaisante. Pourquoi pas? C'est Paolo Coelho dans l'œuvre. Oui. Et du coup, nous avons fait cette carte, cet itinéraire, et je me suis rendu compte que
je pensais y trouver une sorte de dessin, vous voyez. Bon, restons dans l'aventure, quoi. Oui, Quelque chose, une sorte de carte au trésor. Et ça donne strictement rien. Ça a l'air complètement décousu. Il va au Robert, ensuite il redescend au diamant, il remonte. Donc quand vous suivez cet itinéraire de manière chronologique, vous voyez que vous avez une sorte de pelote de laine, quoi. On va dire ça. Une sorte de fil complètement mêlé. L'itinéraire d'un enfant gâté, c'est l'itinéraire de Vonvon gâté. De Vonvon. Donc ça, ça traduit bien le vol peut-être du Vonvon. Aussi. C'est-à-dire qui est chaotique, qui va à droite à gauche, qui est complètement... Et du coup, j'ai abandonné cette idée de publier la carte parce que je n'en voyais pas l'utilité. En revanche, le travail qu'a fait M. Hugues Belrose, de décrire, de préciser chaque point de l'itinéraire. Je peux vous en donner un exemple, rapidement. Donc, bien sûr, allez-y. Que je vous retrouve la page. Oui, parce qu'en fait, ce livre a plusieurs, plusieurs contributions. Vincent Hugues Belrose, Raphaël Confiant et Alain Delattre, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Dans le livre, la savane, l'auteur fait mention d'une certaine savane des Marinières. Alors, Ce serait ça plus, ça. c'est un lieu qui existe, c'est demeure dite habitation des Marinières, sise à la Trinité. D'accord. Donc, l'existence de l'habitation des Marinières est attestée dès 1770 sous la carte de Moreau du Temple. L'ancienne maison du maître n'existe plus. Elle a été remplacée par 3 constructions datant du XXe siècle. Et il y a pléthore de choses comme ça. Il n'y a pas que des marinières, je peux vous dire aussi Gigon des Ormeries, du Chaxel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur veut nous dire quelque chose. Oui, mais il faut trouver quoi? C'est voilà. autre chose. C'est un livre à secret, véritablement. C'est un livre à secret. Il veut nous dire des choses sur des familles béquées ou mulâtres, de grandes familles, ayant existé. Puisque la preuve, les habitations qui sont traversées existent. Est-ce que ce sont celles de ses amis? Peut-être, je ne sais pas. Bon, peu importe. Mais il n'empêche que les lieux sont réels. Donc il faut lire entre les lignes, finalement. Certainement. Et il y a une chose encore qui nous pousse à le croire, c'est la préface d'un Vonvon. C'est-à-dire que dans sa préface, il nous dit ceci en 2 mots. Je n'ai eu d'autre but que d'amuser ceux de mes compatriotes qui se résigneront à lire le livre. Il dit qu'il a écrit ces lignes dans les moments de bonne humeur et qu'il a cédé aux sollicitations d'un groupe d'amis qui en connaissaient l'existence. Bien entendu, elle ne vise absolument personne. Mais alors, K Édition réédite ce livre avec donc la collaboration de Raphaël Confiant, Vincent Hugues Belrose et Alain Delattre. Ce n'est pas un risque commercial, finalement, de rééditer un livre dont personne ne sait rien? Alors, à mon niveau, je veux dire que la question ne se pose pas. Oui, on entend que vous êtes passionné. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est avant tout le préalable de tout ça, c'est vraiment la passion. La passion et, je veux dire, l'amour pour le pays Martinique. Parce que c'est un pays vraiment extraordinaire, de par son histoire. Je veux dire que nous ne sommes pas banals. Non. Vraiment pas. Ce petit point-là, mais qui a autant d'importance que n'importe quel pays dans le monde. Et c'est pas de la démagogie, c'est pas du délire. C'est pas du nombrilisme, c'est vrai. pas du nombrilisme. C'est simplement de constater que en 400 ans, nous avons forgé une histoire qui est digne de n'importe quelle histoire nationale dans le monde. Je veux dire que nous avons créé une langue qui est le créole en 400 ans. Je veux dire, les textes créoles les plus anciens datent du XVIIe siècle. Oui, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, ce livre est écrit dans le créole de Saint-Pierre, oui. Donc l'ancien créole. Alors, il est écrit, c'est un livre écrit... il est français avec des expressions créoles, oui. Alors, c'est un livre écrit en français, dans un français classique extrêmement bien écrit, mais aussi qui donne avec des variantes du créole que j'appelle du créole de Saint-Pierre. Mais il n'y a pas seulement, il y a le créole de Saint-Pierre, mais aussi des créoles qui viennent peut-être de la campagne aussi. Parce que vous verrez que quand vous le lirez, que vous avez plusieurs registres. Oui. Un créole un peu pointu, ce que j'appelle un créole pointu, c'est-à-dire le créole peut-être qui était parlé par les béquets, les mulâtres de Saint-Pierre, et puis un créole un peu moins, peut-être un peu plus frustre. Hein, rustre et route à la fois, oui, tout à fait. Parlé par... on va dire les gens de la campagne.
Et à mon avis, ça c'est le créole que nous parlons aujourd'hui, qui peut être un créole venant de la campagne, puisque l'éruption de la montagne Pelée a véritablement décapité l'élite martiniquaise. Je veux dire, tous ces 28 000 personnes qui sont décédées, eh bien, bon nombre étaient béquets et mulâtres, et ils sont partis avec cette langue, n'est-ce pas, qui était parlée à Saint-Pierre. Voilà. On va faire une petite pause et puis on va terminer après avec les mémoires d'un Vanvon dont on a tellement de choses à dire que c'est très compliqué de s'arrêter. Voici tout de suite Taxi Créole, Pucci Rivella. Éditeur chez K Édition pour ce livre rare réédité, Les mémoires d'un Vanvon. Alors le livre est présenté jeudi 24, donc jeudi qui arrive, là, à 18h au Linas Café de la zone de Maniti, à l'invitation de Tous Créoles. Comment est-ce qu'on communique autour d'un tel livre ? Alors là, eh bien, je pense qu'il faut insister sur le côté, comme on le fait si bien, c'est-à-dire le côté rare et précieux, parce que c'est tout simplement la vérité. Le livre a été édité en très peu d'exemplaires, et puis c'est un livre rare parce que c'est un livre précieux, parce que justement, il traduit cette âme de la Martinique, ce patrimoine d'avant Saint-Pierre, qui a disparu avec la catastrophe. Avec la catastrophe. Qui mérite pleinement son titre de catastrophe. Mais oui, et puis il fait désormais partie des classiques littéraires de la Martinique, comme Nuit d'orgie à Saint-Pierre, par exemple, ou bien Le journal d'un colon de Salles. Je veux dire, ce sont des textes que nous devrions tous avoir dans notre bibliothèque, parce qu'ils non seulement pour la qualité littéraire, ce sont de vrais textes, hein, ils sont très sérieusement écrits, et puis aussi parce que c'est nous. C'est notre histoire, c'est notre âme finalement qui est dans. Voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi une partie qu'on aurait peut-être perdue effectivement avec l'éruption d'une période qui révolue et qui n'est pas revenue. On a eu le plus grand mal à faire renaître finalement. Oui, voilà. Oui, alors j'allais dire, une fois qu'il est réédité comme cela, qu'est-ce qu'il devient après ? Il sera, quoi qu'il advienne, réédité ad vitam, ou alors c'est une réédition et après c'est terminé ? Alors l'édition qui se trouve en ce moment dans les librairies, c'est une édition de luxe. Donc vous certainement couverture brochée, cartonnée, vraiment du. Oui, c'est un beau livre. Oui, voilà, c'est un beau livre réellement. Donc cette édition-là, une fois qu'elle sera achevée, il n'y en aura plus. Par contre, il n'est pas exclu qu'un jour qu'on fasse une édition de poche. Dont le prix sera beaucoup moindre, bien entendu. Il n'est pas très élevé déjà. Pas très élevé, et puis de qualité, en tout cas pour ce qui est par rapport à cette édition de luxe, bien entendu, de qualité inférieure. Mais de bonne qualité quand même. Mais j'ai tenu vraiment Donc, moralité, dépêchez-vous d'aller l'acheter parce que cette édition-là, vous n'en aurez plus. Oui, très honnêtement, je pense que ceux qui posséderont ce livre l'auront bel et bien. Et c'est un livre, comme je vous disais, le livre pendant 100 ans, il a disparu. Il y a cet ami Becquet qui l'a conservé. Il est certainement le seul à l'avoir. Alors justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Quand vous disiez tout à l'heure que vous étiez parti, enfin qu'il ne pouvait pas vous le ramener de Guyane parce qu'il était trop abîmé, comment vous avez fait finalement alors à ce moment-là pour retrouver le texte ? Alors des photos. D'accord. Alors, il y a des photos en bonne définition qui ont été envoyées. Le livre ressemble un peu il a une couverture jaune ivoire. Et puis, c'est écrit en rouge. D'accord. En rouge, donc un peu comme à l'ancienne, vraiment des livres anciens. Et c'est comme ça que nous avons pu... Donc c'est en photographiant que finalement vous avez pu... Et puis en le rapprochant du microfilm qui conservait à la bibliothèque Schellcher. Donc on a pu avoir un texte dans son édition originale. Intégral, complètement intégral. Il n'y a pas un mot qui manque, c'est le texte. Oui, jusqu'à l'orthographe du créole de l'époque qui est respectée. Exactement, jusqu'à l'orthographe qui est respectée, tout à fait. Alors donc on attend le public très nombreux jeudi soir à 18h au Linas Café pour la présentation de ce livre. Vous serez avec Vincent Hugues Belrose, avec Alain Delattre ? Alors non, malheureusement ils n'ont pas pu se libérer. Oui, il me semble, monsieur Hugues Belrose n'est certainement pas dans le département à l'heure actuelle. Je sais par contre, nous serons avec José Alpha.
Donc José Alpha qui fera des lectures d'extraits et qui présentera la manifestation, oui. Donc c'est José Alpha qui sera avec nous ce soir-là. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter, Jean-Marc Rosier, qu'on n'ait pas déjà dit sur ce livre et sans trop dévoiler ce qu'il y a dedans, parce que sinon ce ne sera pas drôle, pour que les gens aient encore plus envie de l'acheter? Alors je crois que je vais insister à nouveau sur le terme livre à secret. Quand, en début d'émission, vous avez fait ce rapprochement avec le Da Vinci Code. Oui. Et vraiment, ce n'est pas exagéré. Parce que Tonton Dumoko prend trop de précautions, sous le couvert de l'humour, pour nous dire des choses. Mais, vous savez, c'est un peu comme les proverbes, les paraboles. Il veut qu'on aille en quête du sens. Il faut, selon lui, qu'on mérite de comprendre ce qui s'y trouve. Donc j'ai l'impression qu'il brouille les pistes, bien entendu, et il nous balade, on pourrait dire ça comme ça, il nous balade. Ah oui, il prend un malin plaisir quand même. Nous balader, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, pourquoi il nous balade? Parce que c'est un roman picaresque, et puis il nous balade aussi finalement dans ce qu'il a à nous dire sur les propriétaires de ces fameuses habitations qu'il traverse, tous ces gens qu'il rencontre, toutes les batailles qu'il a menées, parce qu'il y a des batailles épiques, véritablement. Je me demande même parfois s'il n'y a pas une référence au Gaoulé ou à quelques batailles qui se seraient déroulées dans le Saint-Pierre entre les mulâtres et les béquets. Vraiment, on est dans l'histoire profonde de la Martinique, mais ce n'est pas la grande histoire générale, c'est plutôt... Ce sont les petites histoires qui font la grande. La micro-histoire, précisément, ouais. C'est-à-dire celle qui fait le lien à la fois entre la grande et puis bien entendu les anecdotes, les récits de famille, les légendes familiales, voilà quoi. En tout cas, vous nous avez donné très envie d'acheter ce livre. Je rappelle, Les Mémoires d'un Vonvon de Tonton Dumoko aux éditions K-Éditions, qui sera présenté jeudi 24 à 18h au Linas Café de la zone de Maniti. Merci infiniment, Jean-Marc Rosier, de nous avoir fait partager votre passion.